Depuis un an, c'est la crise dans le monde des crèches, bien loin des images de communication douces et attirantes que l'on peut voir. Les grands groupes de crèches qui concentrent l'essentiel du secteur privé veulent éviter de devenir le prochain Orpea de la petite enfance, du nom de cette multinationale de maisons de retraite en plein accident industriel depuis 2022, depuis des révélations de maltraitance, l'aboutissement parfois d'une course effrénée au profit. Dans la petite enfance, le déclencheur a été un drame terrible, la mort d'un enfant à Lyon l'an dernier. S'en sont suivis des inspections, des rapports, 2 livres d'enquête, dont notre ouvrage « Le prix du berceau » écrit avec Mathieu Péris. De quoi susciter une réaction politique et nationale encore jamais vue. Depuis septembre, le gouvernement fait des annonces pour contrôler, recadrer, revaloriser le secteur. L'objectif est de créer un service public de la petite enfance dont feront partie les entreprises. Les salariés sur le terrain qui dénoncent depuis des années la souffrance et les conditions de travail attendent encore de savoir avec quels moyens et quelles garanties. Le 15 septembre, la nouvelle ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, a même convoqué des grands groupes de crèches. On les surnomme les Big Four, les 4 géants. Leur nom vous dit peut-être quelque chose, les petits chaperons rouges, Babylou, la Maison Bleue ou People and Baby. En enquêtant, on s'est rendu compte de problèmes exacerbés dans le secteur privé à but lucratif. Alors certaines structures fonctionnent bien, heureusement, mais cela repose trop souvent sur la capacité de résistance d'un directeur ou d'une directrice de crèche face à des objectifs chiffrés, face aux commerciaux. En avril dernier déjà, l'Inspection générale des affaires sociales révélait un rapport sévère. Les inspecteurs dénonçaient des maltraitances institutionnelles et une qualité d'accueil très dégradée dans certaines crèches. Ils pointaient les risques de dérive du secteur dus à un travail à la chaîne, à une banalisation des faits de violence ou à une méconnaissance pour signaler des cas. À la lecture du rapport, parfois insoutenable, on voit près de 2000 témoignages de maltraitance physique, des cas extrêmes, des enfants insultés, frappés, brûlés, parqués, gavés de force ou jetés dans leur lit. Les salariés nous ont raconté sur le terrain, preuve à l'appui, cette course au berceau qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Une pression pour optimiser les coûts, pour remplir, trop d'enfants à charge des adultes, un manque de formation tout en étant sous-payé, un cocktail dangereux alors que tout le secteur est en surchauffe. Il faut savoir qu'en France, on manque de 200 000 places de crèches et de 10 000 employés. La moitié des crèches est concernée par cette pénurie, que ce soit dans le privé ou dans le public. On a 18% d'enfants en France qui sont gardés dans les crèches, comme on peut voir sur ce graphique. Les autres le sont par leur famille ou par des assistantes maternelles. Alors les gouvernements successifs, pour résorber cette pénurie, ont ouvert le marché au secteur privé. Aujourd'hui, un quart des crèches sont aux mains du secteur privé à but lucratif. Un boom en seulement 20 ans, car le marché ne s'est ouvert qu'en 2004 au secteur privé. Il pèse aujourd'hui 1,5 milliard de chiffre d'affaires, selon un rapport de 2021. Et ces 10 dernières années, 80% des nouvelles places de crèches l'ont été par des entreprises, notamment grâce à l'essor de ce qu'on appelle les micro-crèches, des petites structures qui peuvent accueillir une douzaine d'enfants, plus faciles à mettre en place et plus rentables. Dans les crèches privées, l'entreprise par qui le scandale est arrivé s'appelle People and Baby. Remontons un an en arrière. Le 22 juin 2022, le pire est arrivé dans une crèche du groupe People and Baby, à Lyon, non loin de la gare Pardieu. Une salariée, seule en poste, accueille les premiers enfants et fait le ménage. Un bébé s'agrippe à elle. Excédée par ses pleurs et pour d'autres raisons, elle va commettre l'impensable. Elle lui fait ingérer du Destop, de la soude caustique
pour déboucher les canalisations. Quelques heures plus tard, l'enfant empoisonné décède. Le procès n'a toujours pas eu lieu. Les scellés sont toujours posés sur la porte d'entrée de la crèche, comme le montre cette photo prise récemment à Lyon. On y voit la nature de l'infraction, meurtre. Depuis ce choc, l'émotion nationale n'est pas retombée et pousse les politiques à agir. Les langues se délient de plus en plus sur la mauvaise gestion dans certaines structures privées. Que faire contre la surcharge de travail? Peut-on laisser une salariée seule en poste avec les enfants? Comment les soutenir, les contrôler, les former? Toutes ces questions attendent encore des réponses. Mathieu Péris, alors journaliste à Médiacité à Lyon et co-auteur du livre Le Prix du berceau, commence à enquêter à ce moment-là. Il retrouve des cadres qui ont quitté le secteur de la petite enfance pour se reconvertir parfois dans l'automobile, des repentis, désabusés par ce qu'ils appellent la course folle au profit. Tout le secteur est concerné, mais les crèches municipales sont épargnées sur un point: elles recherchent l'équilibre et non le profit. Elles n'ont pas à optimiser sur les salaires, à rogner sur les fournitures ou sur les jouets. Il faut savoir que parfois les économies sont faites sur le matériel, sur les jouets, sur les fournitures. Des ateliers promis à grand renfort de publicité, comme des ateliers bilingues, n'ont pas toujours lieu, faute de temps, faute de moyens, voire faute de compétences. Quand ce ne sont pas des économies qui peuvent être faites sur les couches ou sur la nourriture. Le personnel absent n'est pas remplacé à temps. Le secteur n'attire plus, vu les conditions de travail. Des directrices, parfois avec trop peu d'expérience, sont catapultées à la tête de plusieurs structures avec le nez plongé dans des tableaux Excel et des objectifs intenables à suivre quand il y a une directrice dans la crèche. Non loin d'ici, à Vitrolles, un groupe de parents a vécu une mauvaise expérience dans une crèche du plus grand groupe de France, les Petits Chaperons Rouges. Le 19 janvier 2023, Doris Valero, une mère de famille, prend son courage à deux mains et envoie ce message sur le groupe WhatsApp des parents de la crèche. Est-ce que vous aussi, vos enfants ont très faim le soir en rentrant pour que je fasse remonter les informations? Ce simple message va ouvrir la porte à d'autres témoignages. Rapidement, les parents se rendent compte qu'il manque des repas régulièrement. En confrontant la directrice, le responsable de secteur, la coordinatrice et le responsable régional du groupe Les Petits Chaperons Rouges. Le lendemain d'une réunion à la crèche, une autre mère de famille, Nesrine Baraf, décide d'aller s'en rendre compte par elle-même. Le 4 avril, cette enseignante de profession décide d'aller porter plainte. Voici ce qu'elle dit aux policiers. « Je suis rentrée à la crèche et je suis allée à l'atrium. C'est là où les enfants prennent le repas. Devant moi, il y avait l'îlot où mangeait ma fille. Sur le chariot se trouvaient les barquettes du prestataire avec écrit dessus 5P. J'ai alors compris que 5P voulait dire 5 portions. Sauf que ce jour-là, il y avait 8 enfants, soit 3 repas de moins. Une enquête interne va être menée grâce à l'alerte de ses parents. Rapidement, ils découvrent qu'il pouvait manquer jusqu'à 8 repas certains jours. Parfois, il y en avait beaucoup plus. Les Petits Chaperons Rouges ont répondu à nos questions et ils garantissent que la politique de l'entreprise est 100% de repas par enfant, qu'il y a des petits pots en stock en cas de problème. Pour eux, c'est un manquement individuel. La directrice a été licenciée depuis. Ce qui est dénoncé, c'est la fréquence de ces manquements individuels. Ce ne sont pas des cas isolés comme aimeraient le faire croire certains grands groupes de crèches. Il faut savoir que nous avons reçu des dizaines de témoignages similaires, des salariés, des directrices de crèches qui nous ont raconté comment elles recevaient des consignes d'enlever systématiquement 1, 2, voire 3 repas par jour, en pariant sur de probables absences et pour faire des économies. La plupart du temps, ça pourrait passer. Mais le problème, c'est quand tous les enfants sont au complet. Elles se retrouvent
à couper des omelettes en 4, des fruits à partager, des compotes ou à courir à la supérette du coin parce que les enfants ont faim. Il y a eu d'autres alertes dans le groupe Les Petits Chaperons Rouges. C'est ce qu'on a découvert pendant cette enquête, notamment dans le Val d'Oise, dans 3 crèches de ce groupe. En 2018, un cabinet indépendant a auditionné les salariés et a dressé un rapport sans appel. Les repas sont insuffisants et il y a une restriction sur les fournitures. Le groupe a contesté cet audit qui avait d'ailleurs fuité dans une émission Pièce à conviction. Ils garantissent toujours que leur politique est 100% de repas par enfant. Mais en enquêtant plus, on est remonté au niveau national. On s'est rendu compte qu'il existait une prime pour les directrices au sein du groupe Les Petits Chaperons Rouges. Une prime de performance, soyons clairs. Parmi les critères pour obtenir cette prime, il y avait le ratio de repas commandés par enfant, qui pouvait représenter près de 400 € sur cette prime, qui montait jusqu'à 3 800 €. La prime globale, je précise. Ce critère pouvait avoir des effets pervers. C'est ce que des cadres en interne nous ont analysé. L'entreprise assure que c'était destiné à lutter contre le gaspillage alimentaire. L'effet pervers, c'est que ça a pu pousser des directrices à faire en sorte d'économiser sur les repas pour obtenir cette prime et arrondir leur fin de mois. Depuis, ce critère a été retiré. Dans le cas de Vitrolles, aujourd'hui, 9 parents au moins ont porté plainte. Ce sont des chiffres du parquet d'Aix-en-Provence du mois de juin. Certains parents ont décidé d'alerter la presse aussi, la Provence ou BFM. Et parmi ces parents, 2 mères ont mené l'enquête et elles vont nous rejoindre ce soir, si vous voulez bien monter sur scène. Bonsoir. 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 Lisa Sedjerbi, vous êtes donc assistante sociale et vous avez fait plusieurs signalements sur la crèche de votre enfant. Jessica Scalérandi, vous êtes fonctionnaire et vous avez même travaillé pour la police auparavant. À vous deux, avec vos compétences, vous avez su comment signaler et aider les autres parents à porter plainte. Vos enfants, je précise, ne sont plus dans cette crèche aujourd'hui, ce qui vous permet de parler plus librement. Alors, pour commencer, expliquez-nous peut-être déjà combien vous payez pour cette crèche, repas, compris qu'on comprenne le coût de ces crèches. Alors, ça dépend effectivement de notre contrat. Pour ma part, c'était environ 400 € par mois. Pareil. C'était 400 € par mois et il y allait 4 jours par semaine. Ok. Quand vous avez eu la confirmation qu'il manquait des repas, vous avez fait les choses dans l'ordre en fait. J'ai été surprise de voir avec méthode comment vous avez signalé les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Lisa, pour commencer ? Le fait qu'on se soit regroupés et qu'on ait constaté toutes, parce qu'on était principalement des mamans à ce moment-là, que nos enfants manquaient de repas et que ça nous avait été confirmé, nous a permis de mutualiser nos compétences et de pouvoir faire appel aux autorités compétentes plutôt que d'aller de suite au front. Et nous, on voulait des réponses et on voulait surtout que les petits chaperons rouges prennent leurs responsabilités. Donc on a fait appel. Dans un premier temps, on a contacté la crèche, on a contacté les dirigeants des petits chaperons rouges et face à leur langue de bois, nous avons écrit au procureur de la République. Nous avons contacté la PMI, nous avons contacté le contrôle social de la CAF, nous avons déposé plainte. On a fait tout ça dans l'ordre et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucun retour, bien évidemment, de toutes ces démarches entamées. Néanmoins, les choses avancent puisque d'autres parents sont toujours en train de déposer plainte et on a espoir que la situation évolue rapidement. Ce qu'il faut signaler, c'est que vous avez fait les choses dans l'ordre, d'abord en interne dans la crèche, puis des signalements extérieurs. À partir du moment où vous avez eu un document écrit qui prouvait qu'il manquait énormément de repas dans cette crèche. Lisa, pour continuer, vous avez écrit un mail le 21 mars 2023 à la PMI, la protection maternelle et infantile. C'est eux qui inspectent les crèches. Vous écrivez ceci. « Nos enfants ont été victimes de malnutrition et d'insécurité
compromettant leur développement psychique et physique. Sous prétexte que le problème est résolu, personne ne prend ses responsabilités antérieures et aucune réponse réelle n'est apportée par le groupe Les Petits Chaperons Rouges. Suite à ce message adressé à la PMI, est-ce qu'il y a eu des contrôles dans la crèche ? Il semblerait qu'il y ait eu des contrôles. Alors, suite à toutes les démarches ont été faites en simultané auprès de la PMI, du procureur, du conseil départemental, enfin de tout le monde. Il semblerait qu'il y ait eu des contrôles. On a pu avoir confirmation qu'il y a eu un contrôle inopiné, parce que c'est ce qu'on voulait, nous. On ne voulait pas le contrôle de la PMI qui arrivait annoncé 6 mois à l'avance, où tout le monde se préparait, où les enfants mangeaient limite du foie gras, mais on voulait un contrôle inopiné qui allait pouvoir faire état des réels dysfonctionnements. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est très difficile d'avoir les suites d'un contrôle de PMI. On n'a pas accès au compte rendu automatiquement. Vous, Jessica, quel autre problème de gestion vous avez découvert dans cet établissement ? Il n'y avait pas que le problème des repas. Donc en fait, non, il n'y avait pas que le problème des repas, même si à la base, c'est celui-là qui a été très rapidement mis au grand jour. C'est tout l'après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, comme vous dites, on a eu le document en main qui affirmait ce qu'on redoutait, c'est que tout s'est enchaîné. On nous a présenté à la dernière réunion avec tous les pontes de la crèche un plan d'action où la première ligne était quand même, donc c'est écrit noir sur blanc, un repas à un enfant. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'on les applaudisse, parce que pour nous, ça semblait normal, un repas à un enfant jusque-là. On nous a promis de la sécurité, parce qu'on avait soulevé qu'une porte s'ouvrait très facilement. Donc à tout moment, les enfants étaient dehors, pas dans le jardin, dehors sur la voie publique. Et une autre ligne du plan d'action, c'était de ne pas laisser les enfants seuls dans le dortoir. De ne pas laisser les enfants seuls dans le dortoir, parce que mon fils en faisait partie. Il dormait 4 heures l'après-midi. Et étant donné que les autres enfants se levaient, on les prenait, on allait goûter. Et ceux qui dormaient, ils continuaient à dormir tout seuls. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi une fois, donc un cas isolé, où un personnel qu'on ne peut pas accabler parce que c'était sûrement une intérimaire qui avait fait sa seule et unique journée dans cette crèche, m'a fait les transmissions de mon enfant, on va dire, vous allez comprendre pourquoi. Et au moment de partir, elle a appelé une autre petite fille pour que viens rejoindre ta maman. Alors que moi, j'ai un garçon. Donc à tout moment, je pouvais partir avec une autre petite, quoi. Enfin, voilà. Donc en fait, ça s'est enchaîné. Là, on nous disait, OK, faites-nous confiance, on vous promet ce plan d'action, on veut renouer le lien avec vous. On y a cru, je mets des guillemets, en se disant, bon, même si c'est pas vrai, parce qu'on a enlevé nos enfants les uns après les autres, après tout ça, parce que c'était... Et en fait, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. Le groupe maintient dans ses réponses que la situation est réglée aujourd'hui, mais concernant votre période, vous, Jessica, vous avez porté plainte et vous avez aidé les autres parents à porter plainte. Racontez-nous comment vous êtes décidé à pousser la porte de ce commissariat. En fait, moi, je travaillais dans l'administratif et je travaillais en police judiciaire à l'époque. Et je sais qu'il est très difficile de porter plainte, surtout quand on est beaucoup. C'est compliqué. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue au commissariat de Vitrolles. J'ai demandé des renseignements pour justement déposer plainte en prévenant que ça risquait d'être un peu un collectif, quoi, pas un cas isolé. Et donc, du coup, j'ai eu affaire à une médiatrice qui était super géniale. Elle nous a orientés à Marignane, donc vers le service compétent, qui s'occupe donc du groupe d'atteinte à la personne. Et par système de rendez-vous, on a pu être entendus. Donc, en fait, pour leur faciliter le travail, on a établi une liste grâce à notre groupe WhatsApp magique. Et aux parents qui ont signé la lettre qu'on avait fait au départ de nos doutes. On a monté donc, du coup ce groupe, on a récupéré les coordonnées de tous les parents, on les a remis aux policiers qui ont contacté les parents les uns après les autres. Après, on est passé chacun à notre tour et on a raconté ce qu'on avait à raconter, sachant qu'ils nous ont bien dit qu'en fait toutes les plaintes étaient reliées sur la même enquête et que c'était important d'agir méthodologiquement pour que l'enquête, justement, elle soit groupée. Parce que si on avait porté plainte indépendamment, en fait, ce que ça aurait donné, c'est qu'ils n'auraient pas pu ouvrir 50 enquêtes différentes. Là, ça fait vraiment effet boule de neige. Et ce qui a fonctionné en plus de ça, c'est que notre histoire
a tourné dans les médias, sur les réseaux, malgré nous, hein, et qu'on a retrouvé une maman, je ne veux pas citer son nom parce que je ne sais pas si elle le souhaite, mais une maman qui avait vécu un calvaire dans cette crèche et qui du coup n'avait pas pu porter plainte parce qu'elle était toute seule et qu'elle se sentait isolée et que du coup, grâce à ça, elle a pu être entendue, parce qu'elle a déménagé, elle n'habite plus à Marseille, elle a pu être entendue et porter plainte aussi à son tour. J'ai pu échanger avec cette mère de famille pendant l'enquête. Effectivement, souvent, c'est rare de trouver des actions collectives de parents, puisqu'ils se sentent isolés et ont l'impression qu'il n'y a que eux qui remarquent des problèmes dans la crèche. C'est pour ça que votre cas est un peu hors norme aussi et intéressant à documenter. Dans cette crèche à Vitrolles, l'équipe était très instable aussi. En retrouvant des messages internes, j'ai calculé, il y avait au moins 7 professionnels qui se sont succédés en 1 mois et demi dans la crèche. Il y avait un turnover très important. Depuis que le scandale a éclaté, les petits chapeaux rouges disent que l'équipe est stabilisée. Mais en fait, c'est très fréquent dans les crèches d'avoir autant de turnover. Quel impact ça a eu pour vous, pour vos vies familiales, professionnelles ? Alors, moi, je n'ai pas eu le choix que de laisser mon enfant à la crèche jusqu'au 30 juin. 2023. 2023. Ça a été très compliqué parce que du fait de ce changement récurrent de professionnel, mon enfant était complètement déstabilisé, il avait des troubles du sommeil, il commençait à devenir agressif parce qu'il faut savoir qu'à partir de là et à partir de la multiplicité de professionnels qui sont intervenus sur la crèche, nous n'avions plus aucun projet éducatif. Alors le beau projet qu'on a signé et qu'on payait, hein, parce que 400 €, on ne payait pas que les repas et l'accueil quand même, je tiens à le préciser, n'existait absolument plus. Donc les enfants étaient gardés tout simplement dans une pièce. Hein. Donc c'était, on récupérait les enfants le soir avec des morsures, des griffures. Le mien, je pense, faisait partie de ceux qui mordaient et griffaient. Hein. Et donc il développait des signes. Donc ça a été très compliqué. Donc ça a été rendez-vous chez le psychologue, ça a été sollicitations diverses à la crèche pour qu'il soit vu par le psychologue de la crèche. Ça a été arrêt de travail parce que je ne pouvais pas laisser mon enfant dans des conditions où je ne savais pas comment j'allais récupérer le soir en partant m'occuper des enfants des autres. Beaucoup de parents ont signalé avoir dû arrêter de travailler, se mettre en télétravail, voire se reconvertir. Jessica, toi tu l'as enlevé. Moi je l'ai enlevé le 30 mars. En fait, ce que disait Lisa au début, c'est que c'était un groupe de mamans parce qu'on avait peut-être peur de la réaction de nos maris. Donc du coup, on a voulu les préserver et assumer, nous, tout ça. Donc c'était des conversations très tardives où heureusement qu'on était ensemble, en fait. Et bon, après, forcément, les papas se sont quand même impliqués, venaient aux réunions avec nous, voilà. Et moi, ce 30 mars, donc c'était le jour où elles ont fait, les filles, un droit de retrait. Donc, je suis arrivée le matin et elles n'ont pas voulu accueillir les enfants parce qu'il y avait une interview dans BFM. Donc, elles se sont senties menacées. Elles n'ont pas voulu accueillir nos enfants. Donc, les salariés. Hein. Oui, les salariés. Donc, du coup, on est reparti avec nos enfants. Et moi, ce jour-là, j'étais seule à tenir mon service. Donc, je ne pouvais pas fermer. Donc, je suis descendue à l'évêché avec mon fils de 3 ans. Et j'avais 15 jours de télétravail par semaine et j'ai eu une énorme chance d'être tombée dans un service où les gens étaient plus qu'humains et ils acceptaient que je vienne 2 fois par semaine avec mon fils au travail, donc dans un commissariat, ce qui n'est pas forcément le plus génial. Les autres jours, je coopérais avec mes parents qui travaillent toujours. Donc, ils ont dû poser leur jour de congé. Et depuis cela, mon conjoint a entrepris des démarches de reconversion parce que ça a créé une culpabilité chez nous où on s'est dit, pour aller travailler, pour gagner de l'argent, on confie nos enfants à des personnes en qui on pensait avoir confiance et qu'on ne peut pas. Et on se dit aujourd'hui, si on a un deuxième enfant, on ne veut pas qu'il aille en crèche. Donc, en fait, ça remet inconsciemment tout en question. Et je ne suis pas la seule. Hein. On a une maman qui a carrément démissionné. Et voilà, on est tous... Mais moi, je n'ai pas pu le laisser jusqu'à la fin. Quoi. Et puis, je tiens à préciser quand même qu'effectivement, on a voulu faire les choses dans les règles parce que c'était important pour nous de faire les démarches en temps voulu et auprès des personnes... qui étaient vraiment incriminées. Hein. Les professionnels, on ne les a jamais incriminés parce qu'on savait aussi la pression qu'elles subissaient. Et on a eu ce détournement, en fait, de responsabilité. On a voulu nous faire croire que c'était nous, les parents, qui étions des mauvais parents, des parents harceleurs, parce que nous mettions le doigt sur les dysfonctionnements.
Et comme on l'a précisé, on a fait les choses dans l'ordre. À aucun moment, on a eu des comportements inappropriés, ce qui n'aurait sans doute pas été le cas dans d'autres crèches et avec d'autres types de parents. Et puis vous êtes allé voir, par exemple, les médias en dernier recours, pas du tout au début. Vous avez voulu régler les choses bien au fur et à mesure. Et c'est les médias qui nous ont permis, finalement, de faire avancer l'affaire. Parce qu'en médiatisant, on a eu plus de témoignages. Il y a quelques jours, vous avez même écrit un mail à Charlotte Cobel, la secrétaire d'État auprès de la ministre chargée de la petite enfance, début décembre. Que lui avez-vous demandé ? On lui a demandé qu'elle prenne aussi ses responsabilités face à ce débat et qu'on ait des réponses qui soient apportées aujourd'hui face à ce qu'on a fait remonter. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, nos enfants ne sont plus à la crèche, ils sont plus, finalement, ils sont plus victimes de ce qui se passe, mais d'autres enfants le sont. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants ? Quels sont les moyens de contrôle et quels sont les retours, en fait ? Je ne veux pas que l'affaire finisse au fond d'un tiroir et que finalement on dise, voilà, c'est fini, c'est fait, c'est pas grave. Effectivement, c'est pas comparé à d'autres histoires. Effectivement, nos enfants n'ont pas été victimes de maltraitance physique. Néanmoins, il est inadmissible que nous laissions des enfants de 3 ans, voire moins de 3 ans, sans repas et que ça continue, tout simplement. Et si je peux me permettre, on était parents des grands. Donc du coup, cette histoire, elle a commencé le 19 janvier. Et donc, ils ont tenu, parce que les réunions se sont enchaînées jusqu'en mars, où on a appris la vérité. Et je pense qu'ils se disaient au fond d'eux, elles vont partir, ils vont rentrer à l'école, on va être tranquille. Et nous, on les avait prévenus, on leur avait dit, mais nous, on continuera parce que, justement, on ne veut pas que ça continue. Parce que ce qu'on a vécu en tant que parents, on ne veut pas que les autres le vivent. Et la preuve en est, c'est que moi, quand j'ai dit... Je suis dans les premières à avoir retiré mon enfant avec Doris. Et quand on a demandé les termes du contrat, à 9h du matin, c'était « vous avez 2 mois de préavis ». Elle nous a sorti tout un texte de loi. Et puis 1 heure après, c'était « vous n'avez pas de préavis, vous pouvez partir ». Donc, en gros, on va demander un préavis. Voilà. Donc vous avez mené ce combat aussi pour les futurs enfants de cette crèche. Oui. Je vous remercie beaucoup, Jessica et Lisa. On se retrouve dans le débat tout à l'heure.